Ben écoute, bonjour Léa. Alors, d'abord parce qu'on va s'adresser à nos membres, puis aussi des réalisateurs et réalisatrices de la relève. J'ai envie de parler de ton métier pour commencer, avant de parler de ton œuvre. Qu'est-ce qui a été, dans le fond, l'étincelle qui a fait que tu aies envie de réaliser? Quand est-ce que tu as compris que c'était ce métier-là que tu avais envie de faire? Je te dirais que c'est vraiment à la fin de mes études à l'Université du Québec. J'ai eu quand même 2 professeurs qui m'ont pas mal influencé, André Melançon et Georges Dufault. Et d'ailleurs, avec Georges Dufault, j'ai continué à travailler par la suite. Et en fin d'études, on a fait avec 3 autres étudiants un film qui s'appelle Strass Café. Mm-hmm. Et ça m'a donné une permission, parce qu'à cette époque-là, faire un film en tant que femme, avec des budgets, tout ça, ça me paraissait comme inatteignable. Mais j'avais vu l'œuvre de, par exemple, Chantal Akerman, ou de... en tout cas, j'avais vu des films qui étaient beaucoup plus poétiques, Marguerite Duras, voilà. Et donc, je me suis dit, mais ça je pourrais faire parce que c'était entre la photographie, le texte poétique et la lumière, voilà, pour dire simplement. Et donc, j'ai fait ce film-là, qui a été bien reçu, qui a été reçu de 2 façons. Des gens qui ont dit que c'est pas du cinéma, puis d'autres qui ont dit que c'était superbe. Ça a vraiment divisé. Là, j'ai commencé à comprendre c'est quoi le public et c'est quoi la critique. Et après, oui, là, j'ai eu la piqûre parce que je dis, ok, ça peut marcher. Mais ça a pris quand même 4 ans après pour faire le premier long métrage qui était La femme de l'hôtel. Donc, je dirais que c'est vraiment à l'université et des cinéastes femmes qui faisaient un cinéma avec peu d'action et beaucoup de poésie. Voilà. Donc, tu ne te destinais pas à ça originalement, là. C'est vraiment une piqûre, donc dans la pratique que tu as découvert le métier. Je suis comme venue à l'Université du Québec de la Suisse, à l'âge de 25 ans, avec l'idée d'introduire la vidéo dans les écoles en Suisse, parce que j'étais dans des quartiers j'enseignais dans des quartiers défavorisés. Et je cherchais des façons d'animer ces jeunes qui n'avaient plus le goût de rien. Et j'avais entendu parler de l'Université du Québec. Il y avait deux endroits où on pouvait apprendre la vidéo. C'était à Grenoble et au Québec, à Montréal. Et donc, je me suis dit, je vais aller faire une année, je vais un peu mieux comprendre comment ça fonctionne, la vidéo, puis je vais retourner en Suisse enseigner. Mais c'est vrai que j'ai eu un début de piqûre à ce moment-là, mais je me dirigeais plus vers la photo, en fait. C'est ça qui m'intéressait, c'était plus abordable, disons. À cette époque-là, j'ai l'impression qu'il y avait comme un certain snobisme par rapport entre le cinéma et la vidéo. Strass Café, je pense, ça a été tourné en film, ok. Mais tu as fait de la télévision aussi. Est-ce que c'est pour toi 2 métiers différents? C'est-à-dire, la télé, tu as travaillé pour Télé-Québec, je pense, et puis est-ce que c'est 2 métiers différents pour toi quand on travaille pour la télé, quand on travaille pour le cinéma? Il faudrait déjà différencier la télé du cinéma en ce qui concerne le documentaire. Parce que ce que j'ai fait en télévision, c'est du documentaire. Je n'ai pas fait de fiction ni de série pour la télévision. Je n'en ai jamais fait. Je ne sais pas si j'aurais aimé faire ça, puis on ne m'en a pas proposé. Fait que c'est un petit peu un mélange des 2. Et j'en ai pas eu besoin. J'ai pu vivre du long métrage de fiction. Donc oui, je considère que c'est différent, mais comme j'en ai jamais fait des séries, j'en entends parler, je sais que ça va vite, je sais que moi j'appelle ça plus de la mise en boîte. Il y a eu des séries de grande qualité, je pense qu'il y en a moins. Il y a moins d'argent. Alors, non, pour moi, le cinéma, c'est vraiment mon médium. J'aime ça avoir le temps, j'aime ça pouvoir rencontrer les acteurs avant, j'aime travailler avec les acteurs, c'est une des choses que je préfère. Fait que si je dois aller à toute vitesse, puis choisir un acteur qui est typecasting dès le départ, puis qui fait juste refaire, ça m'intéresse moins. Ouais. Et les gens ne connaissent pas beaucoup le fait que tu t'es fait du documentaire.
Est-ce que tu dirais que le documentaire a influencé ta façon de tourner la fiction? Est-ce que ça nourrit, en même temps, est-ce que la fiction nourrit ton approche documentaire? Comment les deux façons t'ont influencé? Je dirais que j'ai toujours eu besoin, à un moment donné, dans ma carrière, de faire du documentaire. Disons que la base, le chemin principal, c'est de la fiction. Mais à un moment donné, j'avais l'impression de plafonner ou de me répéter et tout ça. Et le documentaire, ça me nourrissait vraiment, vraiment beaucoup. J'adore faire du documentaire. Mais c'est comme des étapes, des tremplins pour moi, le documentaire, pour revenir à la fiction avec un peu quelque chose qui a bougé en moi pour pas... C'est dur de ne pas se citer soi-même, hein, de répéter, surtout sur une longue carrière. Donc de partir de projets aussi d'autres scénaristes, par exemple, ou d'adaptation de livres, ou justement un documentaire qui te nourrit sur un personnage. Il faut essayer de mélanger les cartes avec des fois des surprises. Les gens sont des fois surpris que tu as fait un film X alors que tu étais dans Y. Mais pour moi, c'est important de faire des sautes créatives assez marquées entre deux films. Tu sais. Est-ce qu'il y a des documentaires qui ont inspiré de la fiction à un moment donné spécifiquement? Ou... Pas directement, non, je te dirais pas directement, mais au niveau humain, oui. Au niveau humain, au niveau de l'expression qui est chargée dans le documentaire, d'essayer de retrouver dans le jeu d'acteur cette sorte de naturel, de fragilité, puis c'est ça qui m'intéresse le plus. Alors, c'est sûr que en documentaire, les gens, tu les approches, tu rentres dans leur univers, mais j'aime ça faire la même chose avec les acteurs. Parlons-en justement de ton approche avec les acteurs, la mise en scène. Je sais que tu donnes des ateliers, tu as enseigné. C'est sûr qu'en peu de temps, c'est difficile de résumer, mais qu'est-ce que tu as envie de faire comprendre à la fois aux réalisateurs, réalisatrices ou aux acteurs quand tu parles de mise en scène? Qu'est-ce que tu essaies d'aller chercher? C'est quoi ta méthode, disons? Je pense qu'il n'y a pas de méthode. Mais je ferais déjà une distinction entre mise en scène et travail de jeu d'acteur, parce que je trouve que c'est quand même un peu différent. La mise en scène implique le directeur photo, la lumière, toutes sortes d'affaires, alors que le rapport direct à l'acteur, c'est un petit peu différent. Mais moi, ce que je dis, en fait, ça prend beaucoup de psychologie. C'est une relation. Je dis qu'on ne dirige pas deux acteurs de la même façon. Il y a autant de réalisateurs qu'il y a d'acteurs et d'acteurs qu'il y a de réalisateurs. Et moi, c'est rare que je dirige de la même façon deux acteurs. Ça dépend de leur personnalité, ça dépend du lien émotif que j'ai avec. Des fois, je suis plus loin de l'acteur, donc il faut que je trouve une approche. Des fois, c'est quasiment fusionnel. Fait que c'est pas du tout la même façon que tu vas diriger. Ce que je dirais aussi quand même, c'est que j'aime leur donner beaucoup de liberté. J'aime pas materner, même si j'ai un côté maternel. J'aime qu'ils sentent que je suis bienveillante, que je suis là pour eux, puis que je les laisserai pas tomber, puis qu'ils peuvent risquer. Mais j'aime pas trop dire quoi faire, parce que je trouve qu'alors ils plaquent, ils vont dans un résultat, ils disent ok, elle veut ça, donc je vais fournir ça, mais c'est pas habité de la même façon. Puis la responsabilité de l'acteur, je pense qu'un acteur, il faut qu'il se responsabilise. Enfin, en ce qui me concerne, au maximum. Fait que souvent, je les renvoie. Quand ils viennent me demander des choses, tu n'as pas besoin de savoir ça, vas-y. Ça fait une drôle de façon, probablement. Je sais pas, moi, je ne vais jamais sur les plateaux des autres. Fait que je ne sais pas comment les autres dirigent les acteurs. Je serais curieuse de le voir, mais c'est ça, c'est ma façon. Des fois, j'ai l'impression que je ne dirige pas beaucoup, mais en fait, le résultat est là. Fait que je trouve que la plupart du temps, mes acteurs sont touchants, ils sont bons. Fait que je me dis, ok, ça fonctionne. Donc, le casting, c'est important pour toi. Alors, parle-nous-en donc du choix de tes acteurs. Qu'est-ce que tu cherches quand tu as un projet entre les mains? Puis là, qu'est-ce que tu vas aller chercher?
Ben, dans le casting, je te dirais, c'est pas mal inconscient, le choix des... Bon, évidemment, il faut qu'il soit bon, qu'il fasse une bonne audition, qui corresponde au personnage que j'ai en tête. Mais, je sais pas, c'est Denis Arcand qui disait ça, il faut que tu aies envie d'aller manger avec eux, puis que tu aies envie de partager du temps avec eux. Si tu sens pas cette sorte de lien, c'est plus difficile au départ. Donc ça, je regarde ça. Après, je dirais que j'ai une famille d'acteurs. Ça me frappe quand même comment on reconnaît un peu mes acteurs. Donc c'est souvent des gens qui ont une grande intériorité et qui ont pas trop d'ego, qui sont simples à la base, pas confrontants non plus. Tendre, je sais pas, faut que je me reconnaisse à travers eux. Voilà. Intéressant. Tu as différencié donc ta façon de diriger les acteurs et la mise en scène. C'est ça. Alors, puis c'est intéressant que tu dis que tu sais pas comment les autres dirigent les acteurs, mais là, les autres sont sûrement curieux de savoir comment toi tu diriges. Alors, c'est intéressant. Mais ça, parlons de ta mise en scène. Est-ce que tu pars, dans le fond, du regard de la caméra, de où tu places ta caméra? Est-ce que ça part de ton placement de caméra ou au contraire, tu places ta caméra par rapport à ce que les acteurs te livrent? Parle-nous un petit peu de comment tu... Oui. Ouais. Ben, je dirais que c'est un mélange des deux, un mélange du déplacement de l'acteur qui naturellement irait là ou ferait ça, ou alors que je lui dis, parce qu'il y a des contraintes qui fait qu'il ne faut pas qu'il passe là, et de la caméra. Puis souvent, avec le directeur photo, ben, on ajuste. Il dit, ouais, c'est le fun, mais si tu le déplaçais un peu, ou que il se retournait à tel moment. Donc, c'est un travail qui se fait beaucoup avec... D'abord, je fais la mise en place. C'est sûr que c'est moi qui l'a fait, sans le directeur photo. Le directeur photo, il regarde. Il regarde ce que je propose. Des fois, ça lui va dès le départ. Des fois, ben justement, pour les questions de lumière, ou il a une idée d'un mouvement de caméra que ce que je propose empêche de faire. Fait qu'il va me demander ben, s'il se déplaçait. Fait que ça fait une différence. Ouais. Excuse-moi. Et donc, ta préparation, est-ce que tu arrives avec un découpage précis d'avance ou si au contraire, tu t'attends de voir la proposition des acteurs puis tu décides de ton découpage à partir de là? Comment tu fonctionnes en préparation? En préparation, je travaille... Oui, j'ai une liste de plans. Je fais plus vraiment de découpage avec les déplacements parce que les lieux changent et puis ça marche. En général, il faut de toute façon tout refaire. Mais je fais beaucoup de travail en amont. Moi, j'appelle ça ma Bible. Je fais des cartables avec beaucoup de photos qui donnent toutes sortes d'informations. Ça peut donner une information sur une émotion. Donc, c'est une photo d'un acteur que j'ai été trouvé à quelque part, puis je trouve que ce qui dégage sur cette image-là, c'est ça que je cherche au niveau de l'émotion. Ça peut être la lumière, c'est ce type de lumière rasante que j'ai besoin pour ça. Ça peut être une posture, ça peut être une idée de mise en scène, carrément, par exemple une scène d'amour, bon, de trouver soit un extrait de film ou quelque chose. Donc ça c'est très nourri, ça nourrit dans ce cas-ci la directrice artistique dans le dernier film, le directeur photo. Et moi, ben, c'est un bon guide. C'est comme si j'ai mon assise, j'ai un point de départ. Après, dans les lieux, en général, instinctivement, ça c'est l'expérience, je pense, je ne me rappelle plus comment je faisais au début, je sais à peu près où les placer, puis les acteurs eux-mêmes proposent, enfin, ils ont leur propre autonomie. Puis après, comme je dis, on ajuste pour l'éclairage, pour différentes choses. Donc ta Bible, est-ce que tu la partages, tu dis que tu la partages avec ton ou ta directrice artistique? En fait, je partage ma Bible avec toute personne qui est intéressée de la voir. Donc ça touche aussi les costumes, ça touche mon premier assistant, mais c'est principalement effectivement le directeur photo, les acteurs et la direction artistique. Les acteurs aussi, donc. Oui, okay, ils regardent, je leur donne, ils le voient.
Ça donne ça. Puis bon, quand il y a un scénariste, je le montre au scénariste aussi, qui pour la première fois voit son texte visuellement. Parce que quand on regarde à la fin, on retrouve quand même dans ce que j'ai fait au départ, visuellement, ce qu'il y a dans le film. Oui, c'est peut-être ton désir d'être photographe aussi qui nourrit ça. Donc, entre, disons, Strass Café puis ton dernier film, qu'est-ce que l'expérience t'a apporté? Comment t'as évolué, tu penses? Ou est-ce que tu as toujours eu la même approche stylistique? Ou qu'est-ce que l'expérience t'a apporté? Comment as-tu changé ou pas? Ça, c'est difficile à dire. Oui, c'est sûr que j'ai changé. Bon, d'abord, on a des contraintes. Si tu veux en faire un métier et vivre de ce métier-là, il faut que tu suives quand même certaines lignes. Moi, j'ai élevé ma fille toute seule. Il fallait que l'argent rentre quand même. Donc, il y a des concessions que tu fais. À un moment donné, tu fais un film qui c'est jamais quelque chose que je voulais pas faire, mais qui est comme un peu à côté de la ligne principale de ce qui m'intéresse. J'ai parfois envie de retourner à la base, carrément. J'aurais envie de refaire un Strass Café. Ça me manque. Ou à Rispondetemi, le court-métrage de Montréal Vue Parc, qui sont des films très très libres que j'ai beaucoup moins l'occasion de faire maintenant. Donc il y a quelque chose que j'ai perdu, mais j'ai gagné en expérience, en narratif, en professionnalisme, en direction d'acteur, tout ça, c'est des gains. Mais retourner à quelque chose de très poétique, où on n'est pas dans la recherche de performance ou de box-office ou tout ça, quelque chose de libre. Ça, j'aurais peut-être encore envie de faire. Alors, comment ça s'exprime, la poésie, pour toi, visuellement, stylistiquement? C'est quoi? C'est une liberté au niveau du choix des plans, au niveau de... C'est quelque chose de beaucoup plus intuitif et où c'est plus proche du collage, je te dirais. J'écris souvent mes scénarios, d'ailleurs, ceux que j'écris toute seule, par bribes. Je ne suis pas quelqu'un je ne serai jamais une romancière. Je ne peux pas raconter une histoire de A à Z. Oui, je vais le faire parce qu'encore une fois, il y a des contraintes, il faut qu'on raconte des histoires. Mais d'instinct, j'irai vers quelque chose de beaucoup plus éclaté, beaucoup plus symbolique, où la juxtaposition des images fait surgir une émotion. Mais c'est impossible de vivre comme ça, je veux dire. Ça, c'est vraiment être un artisan qui vit chichement pour le reste de ses jours. Oui, donc tu penses au public. Est-ce que c'est comme ça que je traduirais ça? Est-ce que avec le temps et ton expérience, tu vises à élargir ton public? Est-ce que c'est ça? Non. Non, je vise un public, oui. Je suis consciente que ça me fait plaisir. Quand le monde va voir mes films, c'est sûr que j'ai du plaisir. Mais ça, je l'ai depuis le début. Mais c'est pas ça que je vise d'abord. Je vise à toucher les gens. Après, ce que je suis, c'est ce que je suis. Il y a plein de gens que ça touche pas, puis c'est correct. Tu sais, on partage ce qu'on est si on essaie d'être authentique dans notre démarche. Et un film que j'aimerais pas, c'est un film qui me ressemblerait zéro, qui aurait aucun, mais qui, même s'il faisait énormément de box-office, j'aurais pas de plaisir à recevoir ce box-office. Maintenant, si c'est quelque chose qui me touche, puis qu'en plus ça rejoint, ben là j'ai l'impression que la jonction entre le public et moi se fait, et ça c'est toujours des cadeaux de la vie. Oui. Parlons-en justement. Qu'est-ce qui est de toi dans tes films? Qu'est-ce que tu mets de toi dans tes films? Je sais qu'il y a des thèmes qui reviennent. Il y a l'adolescence. Tu as fait plusieurs films qui touchent à l'adolescence, l'identité féminine, l'intime. Déjà, ton dernier film, c'est un triangle amoureux. Qu'est-ce qui vient de toi? Donc, quels sont les thèmes, en fait, qui te ressemblent, tu dirais, dans l'ensemble de ton œuvre?
Et ça a dû changer au cours du temps aussi. Oui, mais c'est marrant quand même que tu dis ça, parce que, par exemple, dans Strass Café, il y a une phrase qui dit « Ni homme ni femme avec un regard d'enfant, des peurs d'enfant ». C'est une des phrases qui revient comme une sorte de quelque chose qui hante un peu oh, je m'excuse. Ça, c'est moi. Oui, dans les thèmes, qu'est-ce qui te ressemble? Oui, tu parles de l'enfance, l'adolescence, le papillon bleu, il y a l'enfance, l'adolescence, le passage à l'âge adulte. Ça, il y a des enfants dans plusieurs de mes films aussi, des enfants. Non, mais ce qui est quand même assez frappant, d'ailleurs Marcel Jean veut ressortir Strass Café en partie à cause de ça, c'est que la thématique principale, même si c'est un film très onirique, Strass Café, il y a une phrase qui dit ni homme ni femme avec des regards d'enfant, des peurs d'enfant. Alors, il y a l'enfance, il y a le fait que le personnage principal, c'est un travesti, que le rapport entre l'homme et la femme est quasi impossible, elle est toujours derrière dans son immeuble, et lui, il est toujours en train d'errer dans la ville. Mais on sait qu'à travers la danse, on sait qu'il y a eu une rencontre, mais qu'elle n'est pas possible. Enfin bref. Et ça revient, mais très systématiquement, mais c'est tellement inconscient que ça, c'est la partie. Puis l'autre chose que je pourrais dire, c'est que tu dis, bon, il y a des triangles amoureux, mais bon, la femme de l'hôtel, c'est 3 femmes. Hein, mais 3 femmes où il y a quand même 2 femmes. Et puis une femme qui est plus mise à l'écart que l'actrice. Anne Trister, le personnage d'Anne était avec un homme, puis elle tombe amoureuse d'une femme. À corps perdu, c'est un triangle amoureux, carrément. Et le dernier film, pour pas tous les faire, c'est trois hommes, mais un triangle aussi, amoureux. Fait que cette notion c'est ça. Il y a quelque chose qui se répète en termes d'identité, en termes de recherche de son identité. Ouais, qui est là. Qui venait de toi, en fait, parce que tes premiers films, en tout cas, tu les écrivais seul? Non, je les écrivais pas seul. Michel Langlois était quand même très présent dans les premiers films. On se reconnaissait beaucoup l'un l'autre dans nos identités, dans nos difficultés, et je pense qu'on a porté ensemble beaucoup de choses dans les premiers films, mais qui sont restés, puis qui sont restés dans les films que lui a fait après, ses courts-métrages et son long-métrage, et que moi j'ai poursuivi. On était un peu des jumeaux cosmiques, je dirais. Il y avait quand même une fusion, mais il a été très important dans le début de ma carrière, Michel, ça c'est sûr. L'autre chose, bon, tu es venu ici, je pense à l'âge de 25 ans, tu es venu au Québec, et donc tu es venu avec un regard extérieur, j'imagine. En quoi, dans le fond, ta venue ici a influencé ton œuvre? C'est quoi ton regard sur la société québécoise, peut-être, ou sur les... Ben, je te dirais que le fait d'immigrer de la Suisse au Québec, ça fait que c'est sûr que tu n'as pas le même regard que si j'étais resté en Suisse. C'est déjà à la base, c'est impossible. Après, moi, j'avais une image du Québec assez particulière parce que j'étais comme fasciné par les lieux abandonnés. Parce que la Suisse, tout est propre, tout est bien rangé, les maisons sont parfaites, les trottoirs aussi. Mais à Montréal, il y avait des quartiers entiers qui étaient soit en démolition, soit laissés à l'abandon. Et ça, je ne sais pas, c'est peut-être un atavisme, mais bon, mon père a vécu la guerre, tout ça. De filmer Montréal comme si c'était un lieu de guerre, un lieu où il y avait... Je retrouvais quelque chose de l'Europe de la guerre dans Montréal. C'est complètement fou pour des Montréalais, je le sais. Mais c'est quand même un regard qui a frappé les gens, puis qui m'a donné une sorte de permission d'aller là, et qui a fait qu'on m'a trouvé original aussi. C'est ça qui a fait que les gens ont dit, ben voyons, elle filme Montréal comme personne filmerait Montréal ici. Fait que c'est pas nécessairement une qualité, c'est juste ce regard-là qui fait que
Mais bon, ça a aussi fait des gens qui disaient, ben voyons donc, c'est pas Montréal. Où je faisais, par exemple, une ville avec Québec et Montréal. Je mélangeais deux villes. Elle arrivait à la gare de Montréal, dans la femme d'hôtel, mais après, dans l'hôtel où elle allait, avec le taxi, c'était au Clarendon, à Québec. Puis ça aussi, c'est des permissions que moi, j'avais aucun problème à mélanger des villes. Pas sûr que quelqu'un qui connaît bien le Québec, qui connaît bien Montréal, Québec, aurait eu l'idée ou même pensé à mélanger ces lieux-là. Oui, puis d'ailleurs, tu as participé à un film qui s'appelle Montréal vu par. Oui. C'était quoi ta vision de Montréal, donc, à ce moment-là? Ben, moi, j'avais décidé que c'était un trajet en ambulance. Du moment où il y a l'accident jusqu'à l'urgence, puis comment sa vie défile, parce qu'elle est entre la vie et la mort, comment sa vie défile dans cette période qui est quoi, 20 minutes. Ça a duré en fait du trajet entre le lieu de l'accident et l'hôpital, et on retrace les différents moments de sa vie en fait. Ouais. OK. Donc, c'était pas tant un regard sur Montréal que sur une situation qui était... Ben ça, on avait la liberté. Il y en a un qui a fait ça dans une réception. Il y avait toutes sortes d'affaires. C'était très libre. Mais on voit Montréal, par exemple. La ville est montrée d'un point de vue de quelqu'un qui est en train de mourir, donc il n'y a pas de toit à l'ambulance. OK. C'est comme si elle était au-dessus et on voit toute la ville défiler. Il y a plusieurs plans de Montréal dans le film. On n'est pas dans l'ambulance tout le temps, là. Oui, donc tu amènes un regard extérieur, peut-être plus libre, mais en quelque part, je dirais que ton cinéma s'inscrit dans la filmographie québécoise. Puis, tu sais, je pense à un film comme La Passion d'Augustine, il y a quelque chose de très québécois dans ce film-là. Comment est-ce que pour toi c'est une intégration complète dans la société québécoise? Ben ça, il y a beaucoup de hasard dans ce projet-là. C'est Marie-Vian qui avait le projet, qui était déjà assez avancé. Elle est venue me chercher pour que je l'aide à ce que ça passe à la production, à travailler sur le scénario, parce qu'il y avait quand même des choses à travailler. Et bon, moi je lui avais dit au début, mais tu sais, moi j'étais pas dans les couvents, je connais pas du tout, je suis pas catholique, mon père est juif, ma mère est protestante, elle savait tout ça, mais ouais, j'étais intéressée quand même. Au début j'étais pas sûre, puis j'étais quand même très intéressée parce que sa proposition était vraiment intéressante, et je me suis beaucoup documentée. J'ai regardé évidemment des choses qui existaient sur cette époque-là, et je pense encore une fois que j'avais peut-être un regard, je ne sais pas, qui fait que, parce que, comment je dirais ça, est-ce que c'était vraiment le moment pour parler des sœurs, parce que c'était quand même un gros rejet au Québec, que moi, je n'ai pas vécu. Donc moi, j'avais un regard bienveillant sur ce monde-là. En tout cas, j'avais pas souffert des sœurs ou des frères, de toute cette religion qui était extrêmement pesante pour les Québécois. Moi, je l'avais pas vécu. Donc, j'avais un regard bienveillant. Et je crois que Marie-Vian aussi avait ce regard bienveillant parce qu'elle a eu un professeur de piano qui a été quelqu'un d'important dans sa propre vie. Donc, on a été les deux dans un regard bienveillant. Par chance, ça tombait parfaitement au niveau de l'histoire du Québec pour qu'une histoire comme ça soit acceptée. Puis pas qu'on dise « Ah non, pas encore une histoire de sœur ». C'est pas, ça répète ça aussi, hein. Mais non. Mais là aussi, c'est le fait d'être proche des personnages, de leur sensibilité. On comprend l'histoire de ces femmes-là. Mais c'est sûr que pour moi, a priori, c'est un petit peu en dehors de mon chemin, comme Le Papillon Bleu est en dehors. Et puis c'est comme par hasard, c'est les deux films qui ont le plus cartonné au box-office. Donc ça dit quand même que c'est des deux projets où je n'étais pas impliqué au départ et qui sont plus commerciaux en fait. Oui, mais en quelque part, il y avait quand même des éléments qui venaient chercher de tes préoccupations. Tu sais, dans La Passion d'Augustine, c'est des jeunes.
Donc, ça rejoint Le Papillon Bleu, l'enfance aussi. Ouais. Donc, est-ce que tu t'es accroché à ça pour, dans le fond, pouvoir t'exprimer dans ces projets-là, qui n'étaient pas au départ des choses que tu avais mises en branle? Ben, je te dirais que la musique, ça on le sent aussi dans mes films, la musique a toujours été très importante. Je suis quelqu'un de musical, sans être une musicienne. J'ai toujours fait un choix très important dans le choix des musiques dans mes films. Donc le fait qu'elle soit musicienne et que ce soit une école de musique, ça c'est sûr que c'est d'abord ça qui m'a fasciné. Puis après, Lisandre Ménard, cette jeune pianiste, d'abord de la trouver, d'aller dans le conservatoire, regarder toutes ces filles qui jouent au piano. J'ai eu d'ailleurs un lien super fort avec elle. Savoir que je pouvais travailler avec Céline Bonnier, avec qui j'avais déjà travaillé, c'est des ancrages pour moi qui étaient très très importants. Ouais, c'est très. Puis, travailler avec un groupe de femmes, que des femmes en fait, c'est ça aussi, c'était un élément important. Peut-être plus qu'effectivement la religion. Mais c'est pas un film sur la religion tant que ça non plus. Là. Marie-Viviane, c'était pas ça qu'elle voulait non plus. Là. Je pense que c'est beaucoup des relations entre femmes. Oui, oui, oui. Puis une étape où ça appartient vraiment au scénario, c'est cette étape si importante dans la vie des Québécois avant que moi j'arrive. Moi je suis arrivé en 1975, puis la Révolution tranquille, c'est avant. Mais pour vous, c'est quelque chose d'extrêmement important et je crois que ça aussi, ça rejoint beaucoup de gens au niveau d'avoir envie de voir le film, puis de voir cette étape-là que bien des gens ont vécu. Mais qui pour moi ne dit pas grand-chose, c'est parce que je n'ai pas vécu ça, moi. Alors, qu'est-ce que tu recherches dans tes projets, ce qui t'a mené à ton dernier film, parce que tu en parlais tantôt, d'éviter la redite, ou peut-être au contraire, tu as envie d'explorer plus avant certains thèmes que tu as toujours travaillé. Donc, qu'est-ce que tu recherches dans tes projets? Qu'est-ce qui fait que tu te dis, OK, ça c'est un film pour moi? Difficile à dire. Mais ce que je te dirais par rapport aux deux derniers, c'est qu'Hôtel Silence, c'est un film très, très sobre, très linéaire, très minimaliste, je dirais. Et que quand on m'a proposé de travailler sur ce projet-là avec Michel Marc, la structure était complètement éclatée, c'était beaucoup plus riche au niveau des décors, de la mise en scène, tout ça. Je dis, ça m'a fait peur. Mais je trouvais que c'était un bon challenge. C'était un bon challenge pour moi de passer de quelque chose de si simple, que moi j'adore faire, à quelque chose de beaucoup plus travaillé au niveau de la dramaturgie, de la structure. J'étais d'abord attirée par la structure dans le scénario de Michel Marc. Je me suis dit, waouh, ça va être intéressant, comment faire les liens. Et puis évidemment, l'histoire m'intéressait aussi, j'avais déjà fait Accord perdu, c'est quand même des thématiques qui sont proches de moi aussi. Et puis le voyager, moi j'aime ça. OK, donc, ouais, ça nous ramène peut-être au fait que tu es une étrangère venue au Québec, mais le voyage, c'est un regard libre peut-être. Puis quand tu parles de simplicité, c'est peut-être aussi la poésie dont tu parlais, là. Oui, je pense qu'à ce niveau-là, l'avant-dernier film, c'était un peu ça. Ça me remettait dans quelque chose d'extrêmement simple, des plans souvent assez fixes. Je suis très nourri par ça. Mais j'ai adoré faire le dernier film, puis je trouve que c'est un film qui a une richesse au niveau de la dramaturgie, au niveau de la caméra, de la lumière, des acteurs. C'est un film que je n'aurais pas pu faire au début de ma carrière. Il est quand même très exigeant, et il fallait que ça m'a permis de me confronter à où je suis rendu au niveau de mon expérience. Et à ce niveau-là, pour moi, c'était vraiment super intéressant de le faire. Exigeant dans quel sens? Physiquement, parce que je ne rajeunis pas, je veux dire, c'est quand même des gros setups, beaucoup de déplacements, beaucoup de recherches, travailler avec des acteurs qui sont de culture
différentes, aborder la sexualité avec des gens de cultures différentes, un Iranien, j'allais dire un vrai Iranien, un jeune Iranien qui a quand même fait toute sa vie jusqu'à 17 ans en Iran, un Marocain qui lui, bon, un peu plus, il vit maintenant à Paris, mais quand même, ils ont une façon de parler de la sexualité. Je ne pouvais pas parler avec Alexandre Landry des scènes de sexe de la même façon que je pouvais en parler avec eux. Donc là aussi, il y a une adaptation qui est peut-être plus grande que quand tu travailles avec des acteurs du Québec qui ont vécu dans une certaine liberté sexuelle, ce qui n'est pas le cas ni de Mehdi ni de Aaron. Fait que oui, c'était des défis au niveau de la mise en scène, c'était des défis au niveau des décors, quand même, refaire des camps de réfugiés, on est quand même pas millionnaire. Enfin oui, on est millionnaire, mais pas multimillionnaire. Faut être bien entouré, j'étais super bien entouré dans ce film-là. Parlons-en de la sexualité à l'écran, parce que maintenant on a des coordonnateurs d'intimité, coordonnatrices d'intimité, je pense que c'est des femmes. C'est ça, tu as souvent été dans l'intimité, tu as mis de la sexualité à l'écran. Quel genre d'approche as-tu pour aborder des scènes comme ça qui sont souvent difficiles à tourner avec les acteurs? Ou c'est quoi ton approche justement? Puis t'en parlais un peu avec... Ben, pour le dernier, on avait un coordonnateur d'intimité, mais j'avais quand même une bonne idée des scènes que je voulais, là aussi, par des photos, par des films. Par exemple, Being at Home with Claude, c'était un exemple que je leur ai montré de ce qui m'intéressait. Donc on voit rien, mais on imagine tout, en gros. Ça dépend. Accord perdu, tu vois, c'est quand même un film des années 80. Et il y a de la nudité frontale, ce qui aurait été totalement impossible maintenant. Pour dire quand même qu'il y avait une liberté plus grande dans les années 80 qu'il y en a maintenant. Parce que dans les contrats, c'est très très strict. Donc il faut trouver des façons autres de montrer la sexualité. Puis après, c'est encore une fois une question de confiance entre l'acteur et moi, là, de ce que je vais montrer, comment je vais le montrer, de bien expliquer, être sûr qu'ils sont d'accord, que je ne suis pas en train de voler quelque chose de leur intimité. Par exemple, dans Lost and Delirious, la Rebelle, c'est aussi des scènes assez explicites de deux femmes qui font l'amour. Dans l'ensemble, ça s'est toujours bien passé. C'est plus après les journalistes qui peuvent devenir casse-pieds, surtout quand c'était deux femmes. Là. Elles en ont eu des questions là-dessus. C'est un peu fatigant, je te dirais. Alors qu'elles l'ont fait avec beaucoup de simplicité. C'était deux jeunes comédiennes. Elles s'aimaient beaucoup. Il n'y avait aucun problème entre elles. Voilà. Bon. Est-ce que tu chorégraphies d'avance ou oui. il y a beaucoup explique-moi un petit peu ta méthode. On chorégraphie habillé. On chorégraphie les mouvements, les déplacements. Le directeur photo regarde en même temps. Et puis on décompose. On décompose les mouvements. Ou alors c'est un plan séquence, mais à ce moment-là, il faut qu'il soit précis, comme dans Hôtel Silence avec Irène Jacob. C'était un plan, donc il fallait pas le répéter, mais il fallait qu'on sache qu'il y avait cette position, deuxième, troisième position, puis qu'à partir de là, il se laisse aller. On a fait une prise. C'est une seule prise. Extraordinaire. Qu'est-ce que quel genre de conseils tu aurais envie de donner à des jeunes réalisatrices aujourd'hui, des jeunes réalisateurs? T'en donnes déjà, là, mais qu'est-ce que tu as envie de leur communiquer aujourd'hui? Oh mon Dieu. Moi, ce qui m'a aidé, c'est quand même la persévérance. Je pense que si tu te décourages... Je pense que je connais quand même plusieurs cinéastes de grands talents qui se sont découragés ou qui ont arrêté en cours de route. Je trouve ça dommage. Je veux nommer personne, mais parce que oui, les échecs, ça fait partie du chemin, puis c'est pas drôle, puis c'est pas le fun, puis les mauvaises critiques non plus. Mais ouais, il faut que ce soit suffisamment fort, en fait, ton désir de créer. C'est comme un ressort qui
qui se recharge. Tu sais, je veux dire, moi, ça m'arrive d'être à la fin d'un film, puis de dire, bon. Puis après, je vais dans les librairies, puis j'ouvre un livre, puis je regarde Lando, puis je dis, ah non, ça pourrait pas faire. Puis mon chemin de recherche, c'est comme un automatisme. Fait que je pourrais bien te dire aujourd'hui que j'ai plus envie de faire de cinéma, parce que je suis fatiguée, parce que si. Mais je me vois déjà, ça veut pas dire que je vais le faire, mais je me vois déjà quand même dans la quête. Dans la quête de, ça serait intéressant, bon. Fait que ça devient, il faut que ce soit une seconde nature. Il faut que ce soit, enfin moi je pense qu'il faut que ce soit toute ta vie, là. Pour faire une carrière, pour faire 1 ou 2 films, ça je pense que du talent ça suffit, mais après de persévérer, puis de rester sur le marché, puis de passer au travers de toutes ces étapes-là. Puis je sais qu'actuellement, les femmes, on a gagné beaucoup, les hommes, ils sont en retrait, ils souffrent de ça, ils trouvent ça dur. Et je comprends très, très bien aussi que c'est difficile pour des cinéastes de talent qui sont comme un peu arrêtés parce qu'il y a une sorte de mise à niveau qui est en train de se passer, qui est juste, mais qui a une partie qui devient injuste parce qu'il n'y a pas plus d'argent, fait que tu as envie de leur dire il faut continuer, il faut travailler plus fort, il faut que votre scénario soit vraiment bon. Ce que j'ai à dire, c'est quand même que les femmes qui sortent actuellement de cette cohorte de soi-disant 50-50, là, qui n'est pas encore tout à fait ça, mais on s'en approche, il y a vraiment du talent, puis dire, ils étaient où? Il y a quand même, il faut se poser la question, même si on est frustré, parce que nous, quand je dis nous, c'est les hommes de 40 ans à montant, là, j'en parle avec eux, je sens la frustration, je sens qu'ils ne sont pas bien avec ça, et je peux que être avec eux aussi, parce que je veux dire, si moi, ma carrière était arrêtée, malgré moi, au bout d'un moment, puis que t'arrives pas à monter ton financement, c'est extrêmement douloureux, ça peut amener à des dépressions, tout ça. Donc on est dans une période qui n'est pas facile, parce bon là, ils ont reconduit l'argent, mais c'est sûr que s'il y avait 10% ou 15% de femmes qui faisaient des films, puis là il y en a 40%, ça veut dire qu'il y en a 30% ou 25% qui sont ôtés à la gente masculine, puis en plus les producteurs sont pas fous, ils veulent tous une femme dans leur écurie. Fait que c'est une situation que je trouve difficile. Moi ça me fait... je suis contente pour les femmes cinéastes, puis j'aurais aimé juste qu'il y ait plus d'argent, puis en même temps, il y a trop de films. Tu sais, je regarde mon film qui sort, ça finit après 3 semaines, 4 semaines, c'est un autre film qui arrive. On a quand même beaucoup de films. Oui, mais les films ont quand même une plus longue durée maintenant avec les plateformes et tout ça. Ça fait raison. Mais c'est très intéressant ce que tu dis sur durer, la difficulté de durer, puis tu as connu énormément de succès dans ta carrière, puis tu as une longévité, mais est-ce que tu en as connu des échecs? Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Parle-nous-en donc. Est-ce qu'il y en a eu? Il y a des projets que je n'ai pas pu faire. Il y a un projet auquel je tenais énormément qui ne s'est pas fait. C'était quand même un deuil. C'était une adaptation d'un roman de Timothy Finlay qui s'appelle Pilgrim. Alors j'étais coté très très haut au niveau du contenu, mais inacceptable au niveau du financement. Ça c'est l'autre aspect. C'est parce que des fois un film que tu dois faire, il faut que tu aies les moyens de le faire. J'ai eu des échecs complets, je te dirais non. J'ai eu des demi-échecs, des critiques dures des fois. Je suis particulièrement sensible quand ça ne me touche pas moi. Si ça touche un acteur, par exemple, ça me fait plus mal que si c'est sur moi, je vais dire, bon, regarde. Puis là, j'essaie de me raccrocher à ce qu'on dit. Mais quand on attaque un acteur, ça, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Ce que je dois aussi dire, c'est que moi, j'ai quand même la chance d'avoir pu faire des coproductions. C'est quand même un atout que pas tout le monde a. Bon, je dirais quand même que j'ai fait mes premiers films sans coproduction, donc j'ai quand même dû me faire un nom avant que quelqu'un s'intéresse à me coproduire.
Mais après, ça m'a quand même simplifié. J'ai pas un passeport européen, donc ça me simplifie pas vraiment. C'est juste avec la Suisse que je peux... autrement, c'est des coproductions qui sont autant accessibles à n'importe qui au Québec. Mais la Suisse, ça a été un petit plus. Ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais des fois, ça donnait juste le 20%, le 15-20% qui manquait, puis d'avoir quand même un budget où je ne suis pas obligé de couper la moitié de mes scènes. Ça, je considère que c'est un avantage que j'avais sur bien des cinéastes qui travaillent qu'au Québec, là. Donc, pour toi, avoir les moyens de t'exprimer, ça fait une différence sur ton résultat? Oui. Ben oui, parce que j'entends des scénaristes ou des réalisateurs qui coupent des pages et des pages de leur projet parce qu'il faut ramener un projet qui est à 30 jours ou 24 jours. Ben c'est sûr que ça va devenir un peu boiteux, là. C'est bien difficile. Des contraintes, des fois, ça t'amène plus loin. Mais la contrainte de couper systématiquement, j'ai jamais vu que ça amenait plus loin quelqu'un. À la limite, tu t'en sors relativement bien par rapport aux coupures, mais ça peut pas être... Il y a quand même une structure, tout ça. Et ça, j'en entends beaucoup parler. Moi, j'ai eu peu à faire ça. J'ai eu des fois 1 journée, 2 journées à couper. Ça, tu peux réorganiser 2 jours, tu sais, mais... J'ai quand même eu à peu près les moyens de ce que je demandais, tu sais. On achève. Juste pour revenir au métier, on a parlé de la préparation, on a parlé de ta méthode sur les tournages. La post-production, pour toi, je sais que tes tout premiers projets, tu les montais toi-même. Oui, ça, c'est un peu de la légende urbaine. Ah oui, OK. Donc, comment tu es... est-ce que tu es très directive au niveau du montage, de toute la finition du film? C'est quoi ton approche de ce point de vue-là? Est-ce que tu laisses aller ou tu es très directive? Le seul film que j'ai monté, c'est Strass Café, qui est quand même pas du gros montage. Et suite à ça, on a dit que j'étais monteuse. On pourrait l'ôter sans problème, je ne serais pas dérangée. Après, c'est vraiment... Moi, j'ai un collaborateur exceptionnel qui a fait toute ma carrière, c'est Michel Arcan. C'est lui qui appelait d'ailleurs. Michel Arcan, il a monté mon premier film, La femme de l'hôtel, et il a monté le dernier film, On sera heureux. Puis entre ça, il a monté au moins les 2/3 de mes films, si ce n'est je dirais les 3/4 de mes films. Donc, il s'est établi une relation de confiance entre lui et moi. On a aussi, je parlais de Michel Langlois, où il y a une sorte de fusion créative. Ben, je te dirais la même chose avec Michel Arcan. C'est qu'on se comprend au niveau de la sensibilité, fait que je suis pas mal tout le temps, pas tout le temps, parce que lui, il fait des heures et il finit des fois tard, mais je suis là tous les jours. En salle de montage, mais je le regarde plus que je dis. Je fais de la recherche musicale pendant ce temps-là, souvent, ou évidemment, si je ne suis pas d'accord ou qu'il y a quelque chose qui me dérange, je vais le dire, mais il y a de plus en plus une confiance qui s'établit, fait que oui, je suis là à toutes les étapes, je ne suis pas quelqu'un qui est fini puis je fais autre chose, je suis le mixage, toute la post-production, je la suis, mais de façon... comme un regard un peu extérieur et bienveillant, mais où j'ai quand même mon mot à dire s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais je ne peux pas laisser aller un projet. Pour moi, il est fini quand on a fini le mix final, puis que les effets visuels. La seule chose qui m'intéresse un peu, moi, c'est les titres génériques. Mais jusque-là, je suis là tout le temps. Intéressant. Aujourd'hui, tu reçois un prix hommage... puis c'est d'ailleurs une reconnaissance de la longévité de ta carrière, mais comment est-ce que tu reçois ça? Tu commençais à m'en parler tantôt. C'est ça, est-ce que c'est quelque chose... Oui, comment tu reçois ça, un prix hommage? Ben écoute, évidemment c'est un honneur, c'est quand même tes pairs qui ont décidé que tu valais ce prix-là, donc on aime ça être aimé, c'est normal, je pense que ça fait partie de l'humain. Il y a un côté fin de carrière quand même qui se profile quand tu reçois ce prix. Je suis préparé à être quand même vers une fin de carrière. Est-ce que c'est la fin? Je ne le sais pas. Ça, je ne peux pas répondre actuellement. Mais c'est sûr que quand je regardais ça il y a même 10 ans en arrière, je disais, oh là là, j'ai pas hâte qu'on
parce que j'étais trop encore j'avais encore trop de choses à dire et à faire. Et donc, pour moi, c'était comme un peu un coup près là, qui disait, bon, voilà, merci beaucoup, tu as fait du bon travail, on a apprécié qui tu es, voilà. Bon, je sais que c'est plus que ça, mais il y a un peu ce sentiment-là quand même. Et le fait que je viens de terminer un film qui est encore à l'affiche au moment où je vais recevoir l'hommage, ben, ça adoucit un peu le côté final de la chose. Et on me pose souvent la question, hey, c'est quoi ton prochain film? Et ce que je dis actuellement, c'est que j'ai besoin d'1 an de repos, bien mérité. Non, moi j'ai enligné 2 films coup sur coup, ce qui est quand même formidable. Et je prendrai une décision à ce moment-là. Je veux voir ce qui se passe et comment je me sens. Voilà. Je suis en bonne santé pour le moment, donc c'est pas impossible, mais ça se peut aussi que j'ai envie d'explorer d'autres choses, puis de voyager, on verra. Mais tu disais tantôt, tu es déjà dans la quête, il y a déjà un enclenchement, un mécanisme. Est-ce qu'on est capable de mettre fin à cette quête-là comme réalisatrice, tu penses? Oui, non, c'est sûr que le réflexe créatif, je le perdrai jamais. Est-ce que ça va aboutir à un projet en fin de compte? Peut-être pas. Mais c'est sûr que si je vais dans une librairie, je ne cherche pas tant un livre en particulier que qu'est-ce qui ferait un film, quelle idée pourrait surgir d'un tel résumé. Il y a une sorte de mécanisme, je cadre dans la rue, je regarde les gens, je regarde comment ils fonctionnent, je regarde dans les cafés comment ils se parlent ou ils ne se parlent pas. Ça fait quoi? Qu'il y a plus de 40 ans que je fais ce métier, fait que c'est une seconde nature. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce que j'ai encore ce réflexe créatif, que ça va aboutir à une création. C'est ça, cette partie-là que je ne sais pas. Peut-être que tu vas revenir à tes amours de photos. Ouais, non, photo, non, je pense pas, mais éventuellement, genre plus un film un peu à la Strass Café, là. Peut-être. Intéressant. Mais écoute, merci beaucoup, Léopold, d'avoir partagé ça avec nous puis avec tes collègues. Ben, merci. Alors, encore une fois, félicitations pour ton prix hommage. On est très fiers de toi. Merci. Bravo. Merci.